Non, non, on ne va pas payer nos factures. Ah non, non, je suis voilà, pour chauffer l'audience. Deux intervieweurs ce soir. Allez, vas-y. J'ai été désigné pour préparer l'audience. Voilà. Alors, des choses vastement matérielles d'abord. Vous êtes probablement garé dans le parking du Sofitel, vous avez un ticket. Si vous ne voulez pas payer, c'est votre choix, hein, vous allez à la petite machine qui est là et ça va valider votre ticket de parking. Donc c'est des détails qui... D'accord. Nos prochains événements. On va commencer par l'événement de notre partenaire et de l'organisation qui nous permet d'être tous ensemble ici, la Chambre de commerce franco-américaine, qui a le 22 novembre son grand événement annuel qui s'appelle la soirée. C'est à San Francisco. Il y a des flyers sur les tables. À l'entrée, vous avez tout le personnel de la Chambre de commerce franco-américaine qui vous a reçu et qui sera ravi de vous donner des renseignements et de vous enregistrer pour cette excellente soirée. Pour y avoir participé, je peux vous assurer que c'est à la fois un spectacle et un événement auquel je vous encourage tous à participer. Notre prochain événement à DBF, c'est le 2 décembre. Nous voulons aussi vous annoncer un grand événement qui sera, alors le sujet va être abordé ce soir, qui sera les 20 ans de DBF. Alors, oui, on a pris une ride, on est tous les mêmes, etc. Ça fait pas longtemps en fait. Et on va quand même célébrer tout ça. On n'a pas encore tous les détails, mais je pense que nous serons ici simplement dans une salle bien plus grande et que pour les 20 ans, il y aura à la fois des invités et des événements qui seront tout à fait spéciaux. Voilà. Donc ça sera un plaisir de vous y voir. Vous êtes nombreux ce soir. Je pense que c'est un tribut à la contribution de Jean-Yves qui est ici. Mais évidemment, vous avez tous remarqué que notre site web laisse un petit peu à désirer pour les inscriptions, etc. La Chambre de commerce nous a donné un petit coup de main pour que la transition fonctionne. Mais on a eu des problèmes de maintenance de notre site web depuis le mois de septembre. Et donc c'est un petit peu difficile, juste en y allant, de savoir qui va parler la prochaine fois, de s'enregistrer, etc. Alors, première chose, d'abord, l'adresse de notre site. Le site dbf.com. Vous y arriverez. Et avant la fois prochaine, ça marchera. Donc, allez le voir et vous verrez notre prochain invité, vous pourrez vous enregistrer, etc. La deuxième chose dont nous avons besoin, c'est d'avoir un petit peu d'aide justement sur la maintenance de site. On le fait fonctionner tant bien que mal, mais nous faisons un petit peu appel aux bonnes volontés. Et si vous connaissez parmi vos proches ou des gens avec qui vous travaillez, quelqu'un qui a une demi-heure ou une heure au maximum à investir chaque mois pour simplement poster le profil de notre prochain invité sur le site et activer et désactiver le bouton d'enregistrement. Alors je laisserai Jean-Louis parler de la technologie derrière ça, mais il faut connaître du CMS, paraît-il, et ça s'arrange à peu près. Donc voilà, si quelqu'un connaît un volontaire qui nous joigne, hein, on est facile à trouver, Jean-Louis ou moi-même ou un des géos de DBF, et on sera ravis de recevoir de l'aide. Voilà. Donc notez le 2 décembre, le 2 juin, donc seront les 20 ans de DBF. Et entre-temps, si vous avez envie de danser et de bien manger, allez à la soirée le 22 novembre. Voilà, bonne soirée. Merci François. Alors ce soir c'est assez émouvant pour moi en tout cas. C'est que nous avons comme invité Jean-Yves Comte. Alors Jean-Yves Comte, c'est une personnalité hors du commun, vous allez le voir dans le récit de sa vie, qui va nous tenir jusqu'à vers minuit et demi. C'est vrai, il a une vie, il continue d'avoir une vie intéressante, mais c'est à lui que nous devons
l'idée de DBF, puisque en 1994, dans une petite boutique de sandwich de San José, Jean-Yves nous a donné l'idée de créer une association, un groupe de Français de la vallée, pour se rencontrer sans statut, sans complications. Il y a de très bonnes associations d'anciens élèves d'école, le Rotary, des choses comme ça. Et on a voulu justement faire quelque chose qui soit en quelque sorte un complément des associations existantes et un peu plus libre comme mode de fonctionnement. Ça n'a pas été sans haut et sans bas. Et nous avons réussi, vous le voyez bien, à durer maintenant bientôt 20 ans, grâce à l'idée initiale de Jean-Yves. Alors, Jean-Yves, on va faire un peu le tour de ta vie. Tu es né où? Alors, je suis né à Alger. Alger. Et Alger ou Alger, dans Algérie. Non, mais d'accord, mais dans un quartier d'Alger? À Alger même, au centre. D'accord. Et il te reste encore un petit peu d'accent du pays d'origine? Ça dépend, oui. Et tu l'as quitté à quel âge? J'avais 19 ans. 19 ans? Oui. Donc tu as été marqué par l'Algérie. Oh, oui, comme tout le monde. Oui. Quels étaient tes parents? Mon père était architecte. Il est décédé en 59, c'est-à-dire 3 ans avant l'indépendance. Ce qui m'a permis de me retrouver dans une situation financière très appréciable. C'est-à-dire que je pouvais me permettre de vivre sans travailler. Bon, et puis 3 ans après, C'était la valise. C'était la valise et je me suis retrouvé à devoir travailler pour payer mes études. Et tu as fait des études en France, à Paris, dans le sud de la France? À Toulouse. À Toulouse. À Toulouse. Et donc, parce que j'avais le choix entre travailler, arrêter mes études, travailler ou travailler pour payer mes études. J'ai choisi de travailler pour payer mes études. Tu as fait quoi pour payer tes études? Oh, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai travaillé dans des brasseries, à faire de la bière, à bouger des caisses, etc. J'ai travaillé, j'ai collé des affiches. Des affiches de partis politiques? Non. Ah non. Parce que j'imagine qu'à la fin, tu aurais collé, ce n'était pas vraiment les affiches de l'extrême gauche. Non, je crois pas. Non, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait beaucoup de choses. Alors, parce que quand nous t'avons connu, plusieurs d'entre nous, François entre autres, tu étais responsable du poste d'expansion économique au consulat de France à San Francisco. Oui. Et comment est-ce que tu es arrivé, comment est-ce que tu as apparu? Surtout qu'en plus, tu ne fais pas partie de la nomenclatura. Tu veux dire que je ne suis pas énarque? Non, je ne suis pas énarque, mais j'en suis fier. Disons que ça s'est fait tout à fait par hasard. J'avais toujours en tête, après avoir terminé mes études, de partir à l'étranger parce que, après tout, je préférais me sentir étranger à l'étranger qu'étranger en France. Désolé, mais c'était un peu la pensée que j'avais. Et puis une opportunité s'est présentée et on m'a demandé si je voulais aller à Manille. Il n'y avait pas grand monde pour aller à Manille, pour être conseiller commercial. Mais pourquoi est-ce qu'ils t'ont embauché? Qu'est-ce qu'ils ont vu en toi pour te proposer ce poste? Et ne me dis pas que tu ne sais pas, parce que le nombre d'invités qui ont eu des carrières intéressantes, et chaque fois que je leur demande mais pourquoi est-ce qu'on t'a donné un poste aussi important? Je ne sais pas. Moi je sais. Je vais pouvoir répondre. Je gênais parce que je travaillais dans une chambre de commerce à Limoges
où j'étais responsable du service commerce extérieur. Et à cette époque... Donc des exportations. Des exportations, oui. J'ai aidé les sociétés françaises à exporter. Tu exportais quoi, de la porcelaine? Oh, c'était de tout. Non, il y avait de tout. Il y avait de tout. Il y avait les feutres pour faire du papier, pour les machines à papier. Il y avait le bois, il y avait beaucoup de choses. Il y avait des machines-outils, les moteurs, le roi sommaire, etc. Et le problème, c'est que l'administration, typiquement, je dirais à la française, par l'intermédiaire du Centre français du commerce extérieur, voulait monopoliser l'assistance aux entreprises à l'exportation sur tout le territoire et n'admettait pas qu'une chambre de commerce s'occupe de ce genre de choses. Alors la chambre de commerce m'avait recruté pour lutter contre ça. Mais pourquoi est-ce qu'ils t'avaient recruté? Tu n'as toujours pas répondu. Qu'est-ce qu'ils avaient vu? Attends. Donc la chambre de commerce m'a recruté pour... C'est pas terrible. M'a recruté pour lutter contre ça et ils sont très vite aperçus. Alors l'administration a mis un futur collègue dans la région pour essayer de contrebalancer mon influence. Mais ils sont vite aperçus que j'avais quelques mois d'avance et que donc ils n'arrivaient pas, les entreprises me contactaient et ne les contactaient pas eux. Donc la solution pour eux a été de dire bon ben on va lui proposer un poste à l'étranger et puis comme ça il va foutre le camp et ça laissera la place libre à notre gars. Voilà. Et je me suis retrouvé à Manille. Après. Est-ce que tu étais marié à l'époque? J'étais marié après un voyage mémorable puisque ça faisait à peu près 24 heures de voyage dans un vieux 707 et la dernière portion du trajet se passait entre Phnom Penh et Manille. Et alors le 707 était vide à l'exception de Saint-Philippin qui était épuisé et qui dormait dans le fond de l'avion. Le voyage les avait complètement crevés. Et moi, qui me sentais en pleine forme, et qui discutais avec l'équipage. Je suis arrivé à Manille où, évidemment, la chaleur m'a tout de suite agressé. et puis voilà, depuis Manille, après, ça a été... Tu restais combien de temps à Manille? 4 ans. 4 ans, de là je suis parti au Nicaragua. Ils sont débarrassés de toi une fois encore? Ils sont débarrassés de moi après 4 ans. Pourquoi Nicaragua? Pourquoi t'envoyais à Nicaragua? Pourquoi au Nicaragua? Parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un là-bas et ils ne trouvaient personne. Alors j'ai su pourquoi ils ne trouvaient personne. Quand tu es arrivé, à l'arrivée, tu as compris? J'ai compris, oui. J'ai compris parce que le poste du Nicaragua était sous la responsabilité du conseiller commercial basé au Guatemala, qui était un personnage épouvantable, un tyran, un dictateur, qui passait son temps à engueuler les gens. Alors je suis arrivé, il commence à m'appeler et à me dire « Oui, vous comprenez, vous n'êtes pas passé par le Guatemala avant d'arriver pour prendre votre poste. » Je dis « Ah ben non, pourquoi ?» C'est ce qu'il ne fallait pas répondre, parce que ça l'a mis dans une colère noire. Et puis bon, j'ai vite compris qu'il allait falloir jouer avec lui. Ce qui a été relativement simple, parce que dès qu'il commençait à m'engueuler... Tu as raccroché le téléphone? Non, je ne raccrochais pas. Je lui disais, oh, écoutez, de toute façon, ça va vraiment pas, c'est tellement... Ah bon, qu'est-ce qui se passe etc. Et tout de suite, il se radoucissait. Donc j'avais trouvé le point faible. Lui dire que j'allais mal. Et j'ai eu d'excellents rapports avec lui, ça s'est très bien passé. Et ça a duré combien de temps? Ça a duré, j'étais 5 ans au Nicaragua, c'est-à-dire que j'ai fait les 5 dernières années de Somoza. Bon. Et tu sais quoi dans ce poste-là? Tu aidais l'industrie française? J'aidais l'industrie française à vendre au Nicaragua.
Et tu as réussi à faire vendre quoi, par exemple? Oh, on vendait des voitures Renault, entre autres, puis on a vendu pas mal de choses. On a failli vendre des hélicoptères, on ne les a pas vendus, ça aurait pu se faire. Bon, il y a tout, tu sais. Quand je suis arrivé à Manille, je reviens sur Manille, je suis arrivé à Manille, 2 jours après, débarque un Français qui avait un gros problème, c'est qu'il avait une commande de corned beef qui était en train de pourrir sur le port de Bordeaux, parce que le Philippin qui avait passé commande avait annulé la commande à la dernière minute. Donc il était là pour essayer de voir s'il pouvait rattraper les choses et expédier sa commande. Alors on est allé au fin fond de la ville chinoise à Manille, dans un bureau qui était assez intéressant. Il y avait un Chinois avec 7 ou 8 téléphones, etc. Qui avait un frigidaire où il y avait dedans des balles de golf, tout sauf de la nourriture, qui m'a offert au passage du calamar séché pour l'apéritif, enfin bon, qui me proposait des films porno, etc. Éducatif, pardon. Et donc, j'avais mon Français qui était là, qui avait débarqué la veille, qui était complètement endormi par le décalage horaire, et qui cherchait à vendre, enfin disons, à récupérer la vente de son corned beef. Et alors il était là, et bon, moi je discutais, alors toutes les 5 minutes il me disait, bon c'est pas la peine, on discute pour rien, on perd son temps. Je dis, non, attendez, on n'a pas encore commencé à discuter. Et effectivement, au bout de à peu près 1 heure de discussion, on est arrivé à une solution. C'est-à-dire que j'ai dit au gars, je dis, bon écoutez, vous avez raison. Tout de suite, son visage s'est éclairé. Les gens aiment ça, entendre ça. Mais imaginez que sur le port de Bordeaux, il y a des boîtes de corned beef avec votre nom qui sont en train de pourrir. Vous voulez que votre nom soit sali de cette façon? Moi je dis, ah non, absolument pas. Je dis, bon, alors, il faut trouver une solution. Et 3 mois après, le corned beef était à Manille. Ça a été exceptionnel, pardon. Mais enfin, ça a marché. Donc voilà, pour savoir qu'est-ce qu'on vendait, du corned beef, mais on a vendu aussi des usines, des papeteries, des cimenteries, des sucreries, de toutes sortes. Enfin, donc, ce qui permet d'apprendre beaucoup de choses. Donc tu as fait 5 ans au Nicaragua. 5 ans au Nicaragua, et après on m'a dit, bon ben écoutez, est-ce que vous voulez partir en Birmanie? Alors je dis, pourquoi pas? Alors, tu n'es pas un peu dérangé. Non mais honnêtement, parce que Manille c'est déjà pas mal. Le Nicaragua, à cette époque-là, sur les dernières années de Somoza, c'était quand même dangereux. C'était dangereux. Tu t'es fait flinguer? Non, pas. J'ai échappé à ça, mais j'ai failli. Lorsque je rentrais chez moi, je passais sur une route qui était qui montait la colline, et il y avait un ravin. Bon, et une voiture un jour a essayé de me faire dériver vers le ravin. De te faire tomber de la berge du ravin, c'est ça? Voilà, oui, c'est ça. Et donc, non, en fait, j'avais eu le malheur de me mettre en travers d'un projet complètement aberrant. C'était un projet de liaison entre les 2 lacs, le lac Managua et le lac Nicaragua. Alors, ça avait un intérêt majeur, c'est que ça consommait beaucoup de ciment, et une des grosses entreprises de Somoza, c'était une cimenterie. Et donc, pour vendre du ciment, il fallait effectivement faire la liaison. Et bon, il y avait un Français qui essayait de vendre ça. Et puis bon, ben, je me suis opposé au projet, ce qui m'a valu quelques problèmes. Puis comme après, je me suis opposé à un autre projet, alors là, c'était plus amusant, parce que c'est intéressant. Il y avait quelqu'un qui avait fait des recherches au CNRS
sur les tremblements de terre. Vous savez sans doute que le Nicaragua a connu un tremblement de terre meurtrier en 1972. Et cette personne avait une idée pour construire un bâtiment résistant au tremblement de terre. Alors, c'est mauvais pour les cimenteries, ça. C'était bon pour la cimenterie quand même, par certains côtés, parce qu'il comptait dans ce cas-là reconstruire Managua avec des bâtiments de ce genre. Et je n'étais pas du tout convaincu par la chose. Et je m'étais là aussi un petit peu opposé au projet, malgré le pushing de l'ambassadeur, qui alors lui voyait ce projet comme la France faisant un projet magnifique au Nicaragua. Et je n'avais pas réussi à convaincre l'ambassadeur que c'était un projet qui était tordu. Et c'était amusant parce que je m'apercevais que tout ce que je disais à l'ambassadeur, comme par hasard, les gens du projet étaient au courant tout de suite après. Donc il y avait des fuites. Alors c'était intéressant parce que comme ça je passais des messages. Et puis un beau jour je dis à l'ambassadeur, je dis écoutez ça colle pas parce que de toutes les façons comment voulez-vous qu'on garantisse un projet comme ça par la COFAST, comment voulez-vous qu'on garantisse un projet comme ça alors que bon, on ne sait pas si au premier tremblement de terre ça va pas se casser la gueule. La COFAST c'est la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur qui garantit les paiements des exportateurs. Voilà, en cas de litige. Et donc, immédiatement, le Français qui s'occupait, qui suivait cette affaire, vient me voir et me dit, vous savez, Somoza nous a dit qu'il était toujours intéressé par le projet, mais enfin, il voulait avoir des garanties que ça ne risquait pas de se casser la gueule au premier tremblement de terre. Je dis, ah, ça c'est intéressant. Et alors, ben, c'est simple, alors on va faire une chose, on va construire le bâtiment, on va entourer le bâtiment avec un câble, on va prendre un gros tracteur, ne fronce pas les sourcils, mais c'est vrai, je jure que c'est vrai, et on va tirer ce câble de façon à ce que le bâtiment oscille. Et puis ensuite, on va lâcher, on va couper le câble, et on va voir si le bâtiment revient à sa place ou pas. C'est des trucs de bande dessinée, ça. Bon, inutile de dire que ça n'a pas été plus loin. Ça avait tué complètement le projet. Donc 5 ans au Nicaragua. 5 ans au Nicaragua. Alors, donc au bout d'un moment, parce que tu es parti, ils ont dit que tu étais trop gênant. Non, je suis parti parce que 5 ans, ça commençait à faire long, indépendamment du fait que c'était très agréable. Tu étais marié, tu étais toujours marié? J'étais toujours marié, j'avais une maison avec 7000 m² de terrain, j'avais un cheval dans le jardin, et quand je revenais du travail, je montais à cheval et j'allais me promener dans les caféiers. Et c'était très agréable. Il y avait donc quand même des choses agréables. Puis j'avais dans le jardin, j'avais des cailles, j'avais tout un certain nombre de choses, des lapins. Et comme je suis un peu chasseur, j'ai mangé d'excellentes cailles et d'excellents lapins. Voilà. Et c'est les cailles d'Amérique centrale, qui est la caille Colin, c'est une grosse caille. C'est presque un petit poulet. C'est meilleur. Et donc du Nicaragua, tu es passé où alors? Du Nicaragua, ça a été la Birmanie. Alors, pourquoi la Birmanie? J'avais été partant pour la Birmanie à l'époque où on m'a envoyé au Nicaragua. On m'a envoyé au Nicaragua parce qu'il y avait quelqu'un qui était intéressé par la Birmanie, et par contre on n'avait personne pour le Nicaragua. Là, on s'est rappelé que j'avais exprimé un intérêt, et un de mes collègues, qui avait été mon premier patron quand j'étais arrivé à Manille, enfin mon patron quand j'étais arrivé à Manille, pendant quelques temps, me dit, mais qu'est-ce que vous voulez faire en Birmanie? Je dis, c'est simple, c'est un pays où les importations sont interdites. Il dit, justement, qu'est-ce que vous allez faire pour voir... On va prendre trop de boulot, là. Alors je lui ai dit, justement, je veux voir comment on peut faire pour exporter dans un pays où les importations sont interdites. Je risquais pas grand-chose.
devenu, on est passé de la 10e place au niveau des exportations, on est passé à la 3e place. Alors il est évident qu'on ne pouvait pas battre les Japonais ni les Allemands, parce que les Japonais donnaient à peu près, je ne sais plus combien de milliards de yens par an en aide, parce qu'il fallait bien qu'ils fassent oublier ce qu'ils avaient fait subir au Birman pendant la guerre. Si vous avez l'occasion, lisez The Second World War de Anthony Beevor, B-E-E-V-O-R. Second World War, Anthony Beevor, B-E-E-V-O-R. C'est saisissant. Et vous verrez que la Deuxième Guerre mondiale n'a pas commencé avec la Pologne et l'Allemagne et la France et l'Angleterre. Ça a commencé dans le Mandchourie, enfin dans la Mandchourie, où il y avait les Allemands, les Japonais, les deux Chines, qui étaient déjà, et la Russie, qui étaient déjà impliqués dans un conflit qui est en fait le début de la... Puis après, les Japonais ont descendu tout le long de la côte jusqu'au Vietnam. Alors, et les Allemands ont été les deuxièmes exportateurs parce qu'ils avaient également une aide qui était extrêmement importante et qu'ils n'étaient pas capables de matcher. Donc, bon, alors les Anglais étaient furieux parce qu'en tant qu'anciens colonisateurs de la Birmanie, que les Français leur passent devant, ça, ils n'appréciaient pas. Les Américains n'étaient pas très contents non plus. Je me souviens qu'on avait vendu un jour des Telex, des téléimprimeurs, à l'entreprise des télécommunications. Et bon, il y avait un club américain avec piscine et autres où les diplomates des autres pays étaient tolérés. Donc j'étais là et puis mon collègue américain me pose la question, il me dit mais en fait vous voulez vendre des téléimprimeurs là au Birman? Je dis non, pourquoi vous parlez? Il dit ben non mais pas des... Je dis non. Puis comme il insistait un petit peu, je lui dis vous parlez de ceux qu'on a vendus il y a 2 mois? Il était furieux, il a plongé dans la piscine, il ne m'a plus parlé pendant 3 mois. C'est bien, ça fait dire beau. Donc là, tu es resté combien de temps 5 ans. 5 ans 5 ans 5 ans, oui. 5 ans. 5 ans 5 ans. Bon, on allait tous les mois et demi faire un tour à Bangkok pour changer les idées parce que c'était quand même pas toujours joyeux. Surtout pour les épouses. Enfin, pour moi, j'avais du travail. Mais bon, la Birmanie, il n'y avait aucun magasin, il n'y avait rien. En dehors de choses extrêmement intéressantes à visiter, comme les pagodes et autres, qui sont fabuleuses. C'est un pays fabuleux à visiter. Si vous avez l'occasion, faites un tour, c'est extraordinaire. C'est le pays d'Asie où les choses sont le mieux conservées. Le Cambodge, ça n'est pas aussi bien conservé. La Birmanie, ça a encore gardé un certain cachet. C'est absolument extraordinaire. Donc voilà. Et pourquoi tu es parti Je suis parti parce que 5 ans, ça commençait à faire beaucoup. Ta femme l'avait assez. Il fallait penser à autre chose. Et donc, je suis parti. Alors, on m'a envoyé à Bilbao. Alors, Bilbao, c'était... Bon, on voit la logique. Oui, on voit la logique. Le problème de Bilbao, c'est qu'on voulait ouvrir un poste à Bilbao, mais on ne trouvait personne pour y aller. Parce qu'il y avait les problèmes de terrorisme avec le théâtre. Et en conséquence, on cherchait quelqu'un. Comme j'étais toujours celui qui était partant, quelle que soit la situation, j'ai dit oui. J'ai dit oui et je suis arrivé là-bas. Donc tu étais là aussi toujours pour la promotion du commerce Toujours. Et bon, j'ai fait 4 ans, c'était bien suffisant. Qu'est-ce qui t'a plu à Bilbao? Est-ce que ça... On dimanche remarquablement bien. Oui, ça c'est vrai. Je connais l'endroit.
Les Basques sont des gens absolument adorables, c'est très intéressant, sauf quand on a des problèmes de bombes sur le pas de la porte. Mais enfin, à part ça, ça se passait pas trop mal. Non, c'était quand même gênant parce que le matin, quand les filles partaient à l'école, on ne savait jamais si elles allaient prendre le bus ou elles allaient prendre un autre bus. Il ne s'est rien passé de ce côté-là. Mais enfin, c'est quand même... Tes filles avaient quel âge à l'époque 17, 18 ans et 12 ans. Bon, finalement, rien ne s'est passé, tout s'est bien passé. J'ai gardé de très bons souvenirs. Mais enfin, je dirais que ça n'a pas été mon poste le plus intéressant. Et après? Après, on m'a dit, bon, écoutez, on a un problème. Est-ce que vous êtes d'accord pour partir à Calgary, en Alberta? Non, mais c'est pas Bilbao, Calgary, c'est pareil. C'est pareil, n'est-ce pas? On voit bien comment ce que tu as appris à Bilbao peut s'appuyer. Voilà, exactement. Alors je dis oui, bon, mais enfin, j'avais quand même un petit peu, je commençais à avoir des prétentions et je souhaitais quand même avoir des choses plus intéressantes. Notamment, j'étais très intéressé par Vancouver. On dit non, mais on vous envoie en Alberta parce qu'on a un problème. Merci. Il y a quelque chose à déboucher. Quelque chose à déboucher. En fait, on allait fermer notre poste en Alberta et tout regrouper à Vancouver. Et donc on avait besoin de quelqu'un, on a pensé à moi, c'est gentil, on a besoin de quelqu'un pour faire l'opération. C'est toujours délicat d'arriver à un endroit, de se mettre bien avec les autorités locales, pour ensuite leur dire « bah, je m'en vais ». Bon, ça s'est pas trop mal passé parce que finalement j'ai pu partir, fermer notre poste de Calgary au bout d'un an, partir à Vancouver et revenir régulièrement à Calgary voir les autorités sans que ça pose de problème. Bon, ensuite j'étais à Vancouver, c'était bien. Vancouver, je fais 4 ans. 1 an à Calgary, 4 ans à Vancouver. Alors Vancouver, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le seul ennui, comme je disais à quelqu'un tout à l'heure, c'est qu'il pleut du 1er octobre au 30 avril. Mais il suffit qu'il y ait une journée de soleil et on oublie 3 mois de pluie. Parce qu'effectivement, c'est beau. C'est beau. Il y a le nord. Oui, non, enfin c'est... Pas de chanter les mérites de cette région. C'est agréable, c'est agréable. Et puis de Vancouver, on m'a envoyé à San Francisco. Mais pourquoi San Francisco? Pourquoi San Francisco? Là, c'est très simple, c'est que comme j'avais l'intention de laisser mes filles au Canada pour terminer leurs études, parce que le gros problème avec les enfants quand on est expatrié, assez souvent, c'est qu'on s'en va au bout de 3-4 ans et les enfants se retrouvent à perdre leurs amis, pour s'en refaire ailleurs, certes, mais enfin, à un certain âge, c'est jamais agréable. On a des amis, on veut les garder. Et donc, on s'était dit, on va faire ça, on va laisser nos 2 filles à Vancouver. L'une était à l'université, l'autre allait pas tarder à rentrer à l'université, donc ça allait. Elles s'entendaient suffisamment bien. Donc on s'est dit, on va tenter le coup. Alors j'avais demandé à l'administration, j'avais dit, écoutez, voilà, mes filles vont rester à Vancouver, donc je vous demanderai de me mettre dans un poste pas trop loin. Et on m'a mis à San Francisco. Très bien, c'est là qu'on t'a rencontré. C'est là qu'on m'a rencontré. Alors je vais faire un peu ta pub. Je vais faire un peu ta pub parce que tu es trop modeste pour la faire, mais j'ai vu ce que je n'ai plus vu après, ni avant. Quelqu'un qui avait un goût pour la mission d'expansion économique. C'est comme ça que ça s'appelait à l'époque, ouais. Si j'ai bien compris. Le poste d'expansion économique, que j'ai jamais vu ni avant ni après. Je sais pas pour ça tient naturellement à ton caractère et ta personnalité. Et je me demande comment tu as été perçu dans une administration
moi je t'ai vu quand même un petit peu plus entrepreneur, si je peux dire, que tes collègues précédents et qui t'ont suivi. Ça a été varié. Ça a été varié, mais quand je leur ai annoncé que j'arrêtais, j'ai été voir le responsable du personnel et il m'a dit, écoutez, je vais vous dire une chose, il y a un certain nombre de vos collègues qu'on aimerait bien voir partir, mais vous, on aurait aimé vous voir rester. Ça fait toujours plaisir. Ce à quoi j'ai répondu, il fallait peut-être faire un peu plus. Tu ne voulais pas te payer, c'est ça? Non, c'est pas ça. Non, il y avait un certain nombre de petites choses qui m'agaçaient. Puis tu n'étais pas dans certains milieux, si je peux dire. Peut-être. Comment ça, peut-être? Allez. Non, c'est difficile à dire. Enfin bon. Le fait est que j'avais envie de voler de mes propres ailes. Et puis non, il y avait des choses qui m'agaçaient, notamment quand on venait, on disait « Ah, mais vous avez fait San Francisco et Vancouver, vous comprenez, maintenant il faut aller dans un pays difficile. » Alors je disais « Oui, Philippines, Birmanie, Nicaragua, Bilbao, c'est des pays faciles, n'est-ce pas ?» Enfin bon. Non, c'est vrai que San Francisco c'est agaçant. C'est vrai que San Francisco est considéré comme un bon poste. Oui, on avait estimé que j'avais fait Vancouver et San Francisco, donc j'étais un nanti, il fallait que j'aille vers des lieux plus... non, même pas dans l'Ohio, mais vous voulez m'envoyer à Phnom Penh, des trucs comme ça. Slovénie? Non, pas pour la Slovénie. Ça aurait pas été mal d'ailleurs. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu... On va parler un petit peu de la deuxième phase entrepreneuriale, mais qu'est-ce que tu as, quand tu as quitté le poste d'expansion économique à San Francisco, qu'est-ce que tu pensais avoir appris? Question difficile. Non, mais si tu me dis rien, ça ne me choque pas non plus, parce que il y a des choses. Non, sérieusement. Je veux dire, il y a des choses qu'on apprend dans les tripes et qu'on n'est pas nécessairement capable d'expliquer de façon avec des phrases qui s'enfilent les unes après les autres. Mais l'apprentissage qu'on a dans les tripes, c'est quelquefois plus important que les trucs abstraits. Hein. Non, je crois que j'avais appris comment fonctionnait la Silicon Valley. Bon, c'était relativement facile, il y a des livres qui l'expliquent. Mais enfin, bon, j'avais pu toucher par moi-même la chose. Et puis c'était un endroit intéressant, c'est un endroit où il y avait quand même pas mal de Français, et puis pas mal de Français qui avaient apporté beaucoup à la Silicon Valley. Parce que ça, on n'y pense pas toujours, mais il y a quand même pas mal de Français qui, dans la Silicon Valley, ont créé des choses. Je pense à des gens comme Claude Léglise qui ont créé le processeur i480, si ma mémoire est bonne. Chez Intel. Philippe Kahn, Jean-Louis Gasset, etc. Il y avait quand même Pierre Lamont. Enfin, il y aurait beaucoup de monde parce qu'effectivement, ça faisait beaucoup de monde. Et je ne sais pas combien vous êtes ce soir, mais le DBF, je me souviens, on faisait 150 personnes au tout début. Or, je constate une chose à ce sujet-là, c'est que on voit qu'il y a 20 ans qui ont passé. Parce qu'il y a 20 ans, quand on a créé le DBF, on n'avait pas de chaise, tout le monde était debout. Ah oui. Avec l'âge avançant, on avait des chaises. Oui, alors là, je vais te répondre. Le fait est que l'auditoire se reculait, n'était pas très proche de l'orateur, restait assez loin, et au fond,
derrière les deux ou trois rangées, les deux ou trois premières rangées, il y avait des gens qui parlaient, il y avait toujours un bruit. Et donc c'était devenu assez difficile à gérer, en tout cas pour certains intervenants, que ça déconcertait un peu ce genre de choses. C'est vrai, c'est vrai. Alors, tu as passé une phase entrepreneuriale. Si ma mémoire est bonne, tu es allé en Floride. J'étais en Floride après avoir sans succès essayé de faire du conseil à San Francisco. Puis en Floride, je me suis mis à faire la traduction. En fait, dans mon métier, j'avais fait de la traduction toute ma vie parce que partout où j'arrivais, il fallait traduire les journaux, il fallait traduire l'information qui existait sur place pour la remâcher pour à la fois l'administration française et les sociétés françaises. Donc, c'était rien de nouveau pour moi. Et progressivement, ça s'est développé au point que, bon, là maintenant, on fait en gros entre 1 million et 2 millions de mots par an, en traduisant de l'anglais vers le français et de l'anglais vers l'espagnol. Voilà. Tu es installé à Vancouver. Oui. Ton adresse est à Vancouver. Tu travailles avec tes deux filles. Je travaille avec mes deux filles, oui. Et naturellement, tu fais travailler un certain nombre de sous-traitants. Je fais travailler quelques sous-traitants parfois. Et tu utilises des outils, tu m'as dit que tu utilisais des outils informatiques qui te permettaient de dégrossir un peu le travail. C'est-à-dire qu'on utilise des outils informatiques qui se basent sur des mémoires de traduction, ce qui permet, lorsqu'on a un document avec des segments qui ont déjà été traduits dans le passé, de les récupérer et donc d'aller plus vite dans la traduction. Des clauses de contrat, des clauses de contrat, des trucs comme ça. Donc il y a beaucoup de choses répétitives. Comment ça se fait que, parce que depuis que je suis dans l'industrie, ça fait quelques décennies, on m'a dit, ça y est, la traduction automatique, ça y est. Et donc, de temps en temps, je vais voir Google Translate, et j'obtiens des résultats comiques. Non mais comiques, hein. Vraiment, ça marche pas. Mais des trucs de base, hein. Des trucs de base entre... je parle couramment l'espagnol et le français, et je vois, quand je fais un tour entre les trois langues, le résultat, quand on vient, et pourquoi ça, à ton avis? Toi, tu es un praticien, moi, je suis... je crois qu'il y a un gros problème de contexte, déjà. Et puis, bon, la langue française est une langue compliquée. Mais bon, c'est vrai aussi de la langue espagnole, puisqu'on a les mêmes erreurs, tu l'as dit, avec l'espagnol. Je pense que c'est pas simple. C'est pas simple, et heureusement, parce que sinon j'aurais plus de travail. Mais ça se voit toujours tout de suite. Moi, je reçois des documents parfois qui sont en partie traduits. Et ça a été traduit par du langage machine, et bon, c'est tout à refaire. C'est tout à refaire. Mais il y a une chose encore plus compliquée, c'est que dans ce qu'on traduit, nous, il y a beaucoup de choses à traduire en français canadien. Ah oui. Et c'est pas le français canadien, c'est assez proche du français de France. C'est même souvent plus pur que le français de France. Il ne faut pas exagérer. J'ai un frère qui habite au Canada et il me dit ça fait 20 hivers que je steppe sur le gaz. C'est vrai. Non, c'est vrai. Il y a quelques. Mais en général, il y a quand même. Par exemple, il y a tout un certain nombre de mots qui sont utilisés en France, qui sont des mots anglais, qu'on ne peut pas utiliser au Canada. D'abord, au Canada, on ne dit pas un stop, on dit un arrêt. Un courriel. Alors, c'est certes, on dit un courriel. Alors, certes, il y a des choses amusantes. Une expression
une expression pour dire, bon ça on n'utilise pas en traduction, mais enfin, pour la petite histoire. On peut dire à la casseuse de piscette. Non, pas celle-là, mais pas celle-là, mais quand on veut parler qu'une voiture a une excellente suspension, alors on dit qu'est-ce qu'on branle bien dans ton char? C'est bon à savoir. Non, mais alors, incidemment, si vous aimez la langue française, ce que je me permets de supposer, le meilleur dictionnaire français informatique est un dictionnaire canadien par une société qui s'appelle Druide Informatique. Ça s'appelle Antidote. Et ils ont un dictionnaire avec tout. Les antonymes, les synonymes, les co-occurrences, les citations, l'étymologie, enfin tout dans Et ils corrigent même sur le plan grammatical. Moi, j'utilise Antidote. Et c'est disponible sur à peu près tous vos téléphones, vos tablettes, vos ordinateurs. Et pendant longtemps, je me suis dit, parce qu'il y a un thésaurus, il n'y a pas juste le dictionnaire, il y a le dictionnaire, le thésaurus, enfin il y a tout. Et je me suis dit, mais pourquoi s'ils appellent ça Antidote? Et j'ai fini par comprendre. C'est un antidote à l'anglais. Parce que les Canadiens français luttent pour repousser l'anglais, et donc leur dictionnaire français, c'est un antidote. Le plus beau dictionnaire de rhétorique, de formule de rhétorique, d'Anacolus à Sogma, c'est le Gradus, qui est aussi en 10-18, publié par un professeur qui s'appelle Després, D-E-S-P-R-E-Z, ou quelque chose comme ça, qui s'appelle le Gradus, en 10-18. Et donc les Canadiens, moi j'ai été frappé par le fait que les Canadiens français, ils ont un amour et un investissement au sens affectif dans le français qu'on ne trouve pas dans le 7e arrondissement à Paris. Oui, mais ça va même plus loin, c'est-à-dire que les sociétés ont intérêt à faire très attention, parce que si on utilise des mots anglais dans le texte, et par exemple, j'utilise un ultrabook de HP dont toute l'aide est faite en français de France, tout Canadien qui va trouver qu'il y a de l'anglais dans le texte peut aller auprès des autorités québécoises et se plaindre. Et la plainte, ça va ça peut aller jusqu'au retrait du produit des étagères des magasins. C'est-à-dire, ils ne plaisantent pas. Mais bon, il faut s'y faire. Il y a des expressions, on ne dit pas appeler tel numéro, on dit communiquer avec. Alors ça fait bondir, j'ai un ami qui fait des traductions souvent pour moi. Alors lui, ça, il ne peut pas. Je lui dis, mais écoute, c'est comme ça qu'il faut le mettre, je regrette. Oui, c'est le client qui paye. C'est le client qui paye. Mais communiquer avec, il n'accepte pas. Alors pourquoi, dis-moi, pourquoi est-ce que tu as choisi, ça n'est pas un arrangement inusité, mais c'est pas non plus fréquent, pourquoi est-ce que tu as choisi de travailler en famille? Est-ce que c'est un accident? Est-ce que c'est venu tout naturellement? Bon, d'abord, c'est plus simple de travailler en famille. Bon, Pas toujours, mais là, oui, d'accord. Non, ça s'est fait tout à fait par hasard parce que, bon, je travaillais tout seul, puis j'ai commencé à être débordé, et une de mes filles m'a dit, mais écoute, papa, on peut t'aider. Je dis, si vous voulez. Donc j'ai commencé à leur donner des choses, et puis bon, elles se sont bien débrouillées. Toutes les deux. Donc je continue à leur donner des choses, ce qui me permet de me reposer. C'est bien normal, tu les as élevés, tu les as amenés là où elles sont, tu as payé leurs études, voilà, pour te donner un coup de main. Enfin, à ce stade-là, je crois que c'est peut-être le moment d'ouvrir pour les questions. Moi j'en ai eu DBF, ça veut dire quoi? Ah oui, ça,
La vraie histoire. Il faut répondre. Oui, il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Elle est plus terre à terre qu'on imagine. Oui, enfin, c'est... En fait, à l'époque, quand on s'est réunis à plusieurs pour créer cette réunion, on avait convenu qu'il fallait qu'on regroupe la base de données des contacts des Français que l'on connaissait dans une base de données unique pour pouvoir ensuite contacter tous ces gens-là et les inviter à venir. Par fax. Et bon, j'avais évoqué le fait que je pouvais m'occuper des cyclistes, mais qu'il fallait qu'on me transmette les données sous un format qui à l'époque était le format, si je puis dire, de base, c'est-à-dire des bases. Des bases, ce qui donnait une extension DBF au fichier, et j'ai donc dit, vous transmettez ça en format DBF. Or, ça a fait rire tout ce petit monde de techies, parce que, d'abord, en représentant l'administration française qui utilisait des termes techniques, si je puis dire, Ce n'est pas l'habitude. C'était pas l'habitude, ça les a fait rire. Et quand il s'est agi de trouver un nom pour cette organisation, il y a quelqu'un qui a dit tout naturellement, DBF. Voilà. Et donc on a gardé DBF, effectivement. Voilà. C'est resté. Répondu, monsieur. Oui, je peux témoigner que c'est comme ça que ça s'est passé. On s'est gratté la tête sur toutes sortes de noms compliqués, tordus, fancy, tout ça. On s'est dit, puis c'est toujours pareil. Si on fait quelque chose qui marche, le nom qu'on lui donne est popularisé, chargé par l'habitude, par la pratique, donc c'est resté comme ça. Là, donc voilà pour DBF. Alors, si tu avais un conseil à donner à un entrepreneur français qui arrive de France, entrepreneur français, il y en a un entrepreneur français, il arrive, il a commencé une société en France, les affaires marchent pas trop mal, et il se dit, bon, il faut quand même que j'aille dans la vallée parce que il y a tout l'écosystème, je vais trouver de l'investissement, des clients, etc. Qu'est-ce que tu vas donner comme... Est-ce s'il y a un conseil à donner, soit négatif, soit positif? Parce que c'est dans la règle du jeu, si je peux dire, si tu permets, tu peux donner un conseil négatif. C'est-à-dire, ne faites pas quelque chose, ou faites quelque chose. Bon, je crois que le premier conseil positif, c'est de lui dire de venir au DBF. Parce qu'il va rencontrer des gens qui sont confrontés tous les jours aux problèmes, entre guillemets, de l'activité dans la Silicon Valley, des relations, du travail dans la Silicon Valley. Donc ça va lui permettre de comprendre parfois un certain nombre de choses, parce qu'il va rencontrer des gens qui ont réussi, des gens qui ont échoué, s'ils sont encore là, et donc d'apprendre à éviter les embûches, et puis éventuellement de rencontrer des gens qui vont lui dire, mais tu sais, ton idée, ton truc est intéressant, je vais te présenter à un tel, parce que je pense que tu peux faire quelque chose. Et je crois qu'au fil des années, il y a quand même, ça a fonctionné. Voilà. Et un conseil négatif? Conseil négatif. C'est pas tellement ton genre, tu es plutôt... Non, je suis... Tu regardes plutôt vers le haut que vers voilà, le bas. ouais, je ne suis pas tellement négatif, donc j'ai pas beaucoup d'idées sur le négatif. Des questions? Non. Je posais une question quand même sur le français canadien, puisqu'il fait des traductions en français canadien. Oui. En fait, apparemment, ton expérience à Vancouver, c'est pas exactement le Canada français. Donc, où est-ce que tu as découvert le... Oui, mais on apprend d'abord parce qu'on a une chaîne de télévision qui s'appelle TV5, et que sur TV5 il y a énormément de publicité en français canadien, qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup d'émissions qui sont faites par des Canadiens, et donc on apprend le langage.
Et puis j'ai une fille qui est professeure en ce qu'on appelle immersion. L'immersion, ce sont des écoles bilingues où les enfants apprennent l'anglais et le français. Et donc, ça me permet d'avoir des conseils de mes filles quand je cherche une expression vraiment canadienne. Je prends un exemple. Une fois, ma fille arrive, elle me dit, elle était un petit peu perdue. Elle me dit, j'ai eu un argument avec une enseignante canadienne. C'est quand elle préparait ses examens pour être enseignante. Elle dit, c'est au sujet des pommes de pin. Alors elle utilise le terme, pendant son stage, elle utilise le terme pomme de pin. Vous savez ce qu'est une pomme de pin? Et alors, la québécoise la reprend vertement en lui disant ce ne sont pas des pommes de pin. Ah bon? Ce sont des cocottes. Alors effectivement, quand on cherche sur le dictionnaire québécois, on va trouver que dans certains endroits au Québec, les pommes de pin s'appellent cocottes. En détail, dans une traduction, j'utiliserai pommes de pin. Est-ce qu'il y a du canadien québécois que vous ne comprenez pas, que tu ne comprends pas? Bon, peu, il y en a. Il y en a, des fois, c'est assez incompréhensible. Ah oui, avec l'accent. Surtout avec l'accent. Même sur l'accent et certains vieux mots français qui sont utilisés encore dans certaines régions. Oui, les vieux mots français, ça me dérange pas trop. J'ai toujours été un amateur de la littérature française ancienne, vous savez, Montaigne, tous ces gens-là. Et on trouve beaucoup de vieux français là-dedans. Donc, ça va. Gorka? Vous avez évoqué à un moment donné que vous avez fini votre mission ici à San Francisco, vous avez fait du consulting et vous avez dit que ça n'avait pas marché. C'était quoi comme consulting et pourquoi ça n'a pas marché? Parce que j'étais sans doute pas bon. À quoi? C'était quoi comme consulting? L'objectif, c'était d'aider les sociétés françaises qui voulaient venir s'installer dans la Silicon Valley. Et bon, premièrement, elles ne sont pas venues me voir. Et peut-être que celles que j'ai vues n'ont pas été emballées par ce que je leur ai dit. Et peut-être que je ne savais pas faire du conseil. Je n'ai qu'une opinion négative sur mes qualités en la matière. C'est quand même paradoxal. Toute votre carrière, c'est ce que vous avez fait partout dans le monde. Oui, mais c'est une autre forme de conseil. Et quand on fait du conseil, quand on est dans l'administration et qu'on fait du conseil, on dit bien les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Quand on est dans le privé et qu'on fait du conseil, là, on devient les payeurs. Et c'est peut-être plus difficile. Ce que j'ai remarqué moi, depuis que je suis ici, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs français qui... Mais d'abord, mon métier d'investisseur dans le venture capital, j'ai appris que les entrepreneurs n'écoutent pas les conseils. Il ne faut pas s'énerver, c'est comme ça. Donc, non mais sérieusement. Donc, les entrepreneurs qui viennent ici n'ont pas beaucoup d'argent, ce qui fait qu'il y a une demande de conseil qui n'est pas tellement solvable. Et donc ça, Jean-Yves, je pense, est un peu trop négatif à son moment, il y a une demande qui n'est pas tellement solvable. C'est-à-dire que les entreprises que Jean-Yves a conseillées quand il était dans l'administration étaient des entreprises établies qui voulaient exporter. Et donc, le problème de payer des conseils, puisque c'est l'administration, le problème de payer des conseils ne se posait pas. Maintenant arrive un entrepreneur qui débute et qui a 3 francs 6 sous dans la poche, il ne va pas, en général, payer. Enfin, la demande n'est pas solvable. Voilà ce que je crois avoir remarqué de ma petite fenêtre. Oui. Étant donné tous vos voyages à travers le monde, j'avais une question sur les systèmes éducatifs que vous
les systèmes, dans tes voyages, tu as fait tout dans un système éducatif? J'ai deux questions en fait. La première question, c'est j'imagine que vos enfants, s'il y avait des écoles françaises à l'étranger, elles ont été dans ces écoles. Et donc c'est une question sur l'évolution des collèges ou écoles françaises à l'étranger. Est-ce que vous avez vu une évolution? Si oui, laquelle? Et la deuxième question, c'est les autres systèmes éducatifs que vous avez pu côtoyer. Quelle a été votre impression par rapport au système éducatif français? Je ne sais pas si je peux répondre exactement à ça, pour une raison simple, c'est que nous avions fait le choix d'envoyer nos filles dans une école internationale américaine. Donc, même s'il y avait une école française, elle n'allait pas à l'école française. Essentiellement parce que, d'abord, à l'époque où j'étais dans l'administration, on n'avait pas trop développé le système des écoles françaises à l'étranger, ou en tout cas c'était les premiers balbutiements, et c'était des vrais balbutiements. Alors ça m'a valu des problèmes avec mon collègue culturel, qui m'en voulait d'avoir mes enfants dans une école américaine. Les conseillers ne sont pas les payeurs. Je décidais, et en fait, bien m'en a pris, bien que ma femme faisait les cours par correspondance du CNEC, je ne sais pas si ça s'appelle toujours comme ça, le Centre national d'enseignement par correspondance, à la maison. Donc, nos filles travaillaient à l'école internationale et elles rentraient à la maison, elles avaient à faire le travail par correspondance. Elles ont travaillé double, si je puis dire, mais avec un avantage, c'est que l'enseignement du CNEC était un enseignement extrêmement de très haute qualité, ce qui fait qu'elles sont excellentes en grammaire, excellentes en français. Elles parlent français comme vous et moi, et pourtant elles parlent anglais comme des Américains ou des Anglais. Hein. Je veux dire, on ne voit pas la différence. Elles sont totalement bilingues, sans problème. Et je crois que c'était la solution. Donc on a toujours parlé français avec elles à la maison, mais elles allaient à l'école et elles parlaient américain. Si je peux dire, c'est une solution que ça fait 28 ans que je suis ici, que nous sommes ici, j'en recommande. C'est-à-dire de mettre les enfants dans le système américain. Si on reste ici, il faut avoir des racines ici, et de supplémenter ça avec parler français à la maison, faire de l'enseignement en français à distance, aller fréquemment en France, voire même, comme à l'entrevue ici, mettre ses enfants à l'école pendant un moment en France. Le système, malheureusement, le système des écoles françaises à l'étranger se détériore. J'ai bien vu ici dans la vallée ce que c'était quand je suis arrivé il y a 28 ans à l'école franco-américaine de la péninsule. Il n'y a plus d'école franco-américaine dans la péninsule. Il y a une école internationale. Ce qui est très bien, on peut apprendre le mandarin, ce qui c'est probablement mieux. Moi je regrette que les enfants n'aient pas pu apprendre le mandarin, on arrive un peu trop tôt pour voir ça. Mais le contribuable français a diminué régulièrement ses subventions à l'enseignement du français à l'étranger. Alors, on peut juger, commenter, critiquer, je ne vais pas le faire. On peut constater que l'argent a diminué. Et donc, la qualité, le footprint, pour parler franglais, l'étendue, le rayonnement. J'ai été censuré une fois dans Libération. Quand j'écrivais toutes les semaines dans l'IB, quand j'ai dit une fois que la France préférait le rayonnement de ses armes nucléaires à celui de sa culture. C'est en 96. C'est les chroniques En 96, quand il y a des essais à Mururoa, j'ai été censuré. Enfin bon. Alors, nationalité, t'as quelle nationalité? Française et américaine. Et canadienne?
Non, de toutes les façons, si j'avais la nationalité canadienne, il faudrait que j'en abandonne une. Il n'est pas impossible que je prenne la nationalité canadienne et à ce moment-là, j'aurais à abandonner une nationalité, la française ou l'américaine, je ne sais pas encore. Donc je ne cherche pas pour l'instant la nationalité canadienne de façon à évader le problème. Et tu te sens quoi? Canadien, français, américain? Comment? Et tu te sens quoi? Canadien, français, américain? Je me sens français. Pas américain, pas canadien. Un petit peu. Non. Je suis français. J'ai été élevé en France. J'ai fait une grande partie de ma carrière pour la France. Je me sens français. Il n'y a pas de honte à avoir à être français. Par certains côtés, on est bien les meilleurs. En particulier pour la modestie. Là, on est un bazar. Voilà. Ok, bah, écoute, merci beaucoup. Oui, donc je voudrais juste un petit mot. Oh, pardon. Je voudrais remercier le Sofitel qui nous a offert le champagne. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Un détail important. C'est... On va te laisser le petit souvenir traditionnel de ton passage au DDF. Merci. En espérant que tu pourras venir de Vancouver à ici au mois de juin. On va fêter l'association dont je rappelle que tu es à la source c'est toi qui as eu l'idée. Je te remercie. Je voudrais juste une anecdote pour terminer là-dessus. Quand je suis arrivé à Manille, je me suis inquiété de voir qu'il y avait un certain nombre de Français et que tout ce monde-là vivait complètement de son côté, ne se voyait pratiquement jamais. Et donc très vite, j'ai eu l'idée que bon, ce serait quand même bien que les Français aient l'occasion de se retrouver. Et puis l'avantage, c'est que quand des Français débarquaient, si on leur permettait de rencontrer d'autres Français sur place, ça pouvait faire gagner du temps. Quels sont les problèmes qu'on rencontre, etc., etc. Et donc j'avais créé, surtout que Manille était un point de passage important dans la mesure où il y avait le siège il y a toujours le siège de la Banque asiatique de développement. Donc il y avait pas mal de gens qui venaient voir les projets, sociétés de conseil et autres. Bon, donc j'ai créé... alors c'était, comme le nombre était plus petit, il y avait peut-être 60 Français à Manille. C'était pas comme le Silicon Valley, c'était sous forme d'un repas qui avait lieu tous les mois, qui était le repas des Français. Et je suis parti, et lorsque je suis revenu en Birmanie quelques années après, j'avais été envoyé en mission à Manille pour savoir quels étaient les projets qui étaient financés sur la Birmanie. Et je rencontre mon successeur, collègue et néanmoins ami, et on discute, il me dit, écoute, tu tombes très bien, il y a demain le repas des Français à Manille, qui est un truc que j'ai créé. Je dis, ah ben c'est très bien, et puis le lendemain, je viens donc à ce repas, et au cours du repas, il y a un gars qui se lève, qui dit, je voudrais lever mon verre à Jean-Yves Comte, qui est le fondateur de ce repas. Rassure-toi, ici, tout le monde sait. Oui, non, c'est pour ça, comme tu rappelais que j'étais le fondateur, ce dont je te remercie, ça m'a rappelé cette anecdote intéressante. Alors évidemment, je me suis bien gardé de regarder mon successeur quand ça s'est passé. Il ne m'a rien dit par la suite, mais enfin, je l'ai senti à la fois gêné et puis il ne me parlait plus de la même façon. Et ben voilà. Bravo. On va pouvoir continuer. Merci à vous. On va continuer au bar.